Bonjour, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous découverte pro qui va aujourd'hui être consacré à la neurodiversité. Merci Alex. Bonjour à toutes et à tous ceux à qui je n'ai pas encore dit bonjour. Donc je m'appelle Audrey Slin, je vis dans le Lot, en campagne. Je suis une femme autiste et je suis aussi maman d'un petit garçon autiste. Enfin, petit garçon, excusez-moi s'il m'entendait, il a 15 ans. D'un garçon autiste. Je suis au niveau professionnel coach vocal. C'est mon premier intérêt spécifique pour ceux qui connaissent le principe. Et puis, j'ai eu d'autres intérêts, et donc notamment la communication non violente, dont je suis formatrice aussi, ainsi que la non-violence systémique proposée par le Cercle, donc, hein, et par Catherine. Donc, je sors là du parcours de l'année dernière, praticienne en non-violence systémique. Et je transmets aussi donc sur l'autisme, notamment à travers une formation, comprendre le spectre de l'autisme et sa vie intérieure. Donc avec un regard peut-être un peu différent des formations classiques, puisque je suis une personne autiste et donc je vais expliquer les spécificités à travers mon vécu, mon vivant, voilà. Euh, et, euh, et là, on a mis en place aussi, au niveau du cercle de la non-violence, peut-être on en reparlera tout à l'heure si vous avez des questions, un cursus qui va démarrer en janvier sur l'accompagnement de la neurodiversité avec un axe non violent. Ouais. Voilà. Alors, première question, Audrey, j'aimerais bien que tu nous dises pour toi d'où ça vient ce pôle neurodiversité, quelle est son intention, si tu veux bien nous en dire deux mots. Déjà, je crois que j'ai envie de dire, ça veut dire quoi, neurodiversité? Parce que c'est un terme qui est de plus en plus utilisé en France, mais pas encore de manière, je trouve en tout cas, très fréquente. Euh, il y a un axe dans la neurodiversité qui est différent de neurotypie, neuroatypie, que moi j'aime beaucoup, qui propose en fait juste de voir que l'être humain est diversifié de la même manière que la nature est diversifiée. Que dans une forêt, par exemple, à l'état naturel, il peut pas y avoir que des chênes, qu'il y a aussi peut-être des pins, peut-être des champignons, de la mousse, hein, voilà, des êtres divers et variés qui vont ensemble créer un écosystème qui va fonctionner. Et donc le principe de la neurodiversité, c'est la même chose. C'est revenir à l'axe naturel en fait du vivant, qui est que chaque être humain, alors c'est ma croyance, hein, je ne l'impose pas comme une vérité, chaque être humain a un fonctionnement différent, qu'on est tous et toutes différents, différentes, et que certains êtres humains rentrent dans certaines catégories un peu plus proches, où ils vont se ressembler un peu plus, voilà, mais qui a besoin de cette diversité en fait pour faire un écosystème humain complet, complexe, vivant et homéostasique, j'ai envie de dire aussi. Et donc, dans l'axe neurodiversité, on n'est plus sur une séparation entre les personnes dites neurotypiques et dites neuroatypiques. On n'est pas non plus sur un axe de trouble. Le terme trouble, on ne l'utilise plus, puisque ça sous-entend que la personne est dysfonctionnelle. On est plutôt sur un axe, la personne a un fonctionnement différent, et donc, eh ben, comment on fait ensemble pour vivre avec tous nos fonctionnements divers et variés. Voilà. Donc ça, déjà, c'est pour poser un peu l'angle de la neurodiversité. Il y a un autre angle aussi dans la neurodiversité qui, moi, me tient profondément à cœur et qui dit, alors je vous donne le slogan, hein, qui dit rien sur les autistes sans les autistes. Et donc, on pourrait retranscrire à rien sur les personnes qui ont une divergence d'attention sans une personne qui a une divergence d'attention, etc., etc. Si je fais un petit comparatif, moi, je le vois un petit peu comme ça, sans juger, hein, attention, hein, je pose pas de jugement, c'est bien ou c'est mal. Moi, en tant que maman, par exemple, quand j'étais enceinte, j'ai eu de la joie à rencontrer d'autres femmes qui m'ont parlé de l'accouchement, de comment ça se passe, de ce qu'elles avaient vécu intérieurement, parce qu'elles ont expérimenté la chose. J'avais moins d'élan à aller voir un gynécologue homme ou un homme pour m'expliquer ce qu'une femme devait vivre, vous voyez? Et donc, c'est un petit peu ce même principe, c'est-à-dire que les personnes qui connaissent le mieux les personnes neurodivergentes, ce sont les personnes neurodivergentes. Donc voilà un petit peu ce que c'est que la proposition de la neurodiversité. Et puis ce que j'aime bien aussi dans la neurodiversité, c'est que de mon point de vue, ça amène beaucoup de clarté
On est vraiment sur un axe qui va différencier les croyances, parce que j'ai entendu que beaucoup d'entre vous travaillaient déjà dans l'autisme, entre autres. Donc j'imagine que vous connaissez un peu toutes ces problématiques de croyances et de mauvaise compréhension qu'il y a autour de l'autisme, de bien différencier les comorbidités de la neuroatypie directe, euh, dans l'intention justement de mettre un accompagnement qui soit encore plus au service, encore plus vivant, et de pas impacter tout le monde aussi dans le même moule en fait, et de faire des généralisations ensuite qui peuvent être assez violentes à vivre pour les personnes. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire un lien avec la non-violence? Est-ce que tu parles de non-diversité avec un regard non Tout à violent? fait. Bah, en fait, c'est justement déjà un axe qui m'a plu dans la proposition du courant de la neurodiversité. C'est que moi, j'y vois quelque chose de moins violent, en tout cas de plus naturel. Quand je dis moins violent, pour moi, ça veut dire naturel dans le vivant, dans le mouvement, sans clivage, puisque on n'est pas dans un axe de séparation. Il y a des personnes qui sont fonctionnelles et des personnes qui ne sont pas fonctionnelles. Vous voyez? Ça, pour moi, c'est un axe qui est violent à vivre, je le dis comme ça parce que je l'ai vécu, qui est violent à vivre pour les personnes dites non fonctionnelles. Moi, je ne me ressens pas comme non fonctionnelle. Je me ressens comme différente de certaines personnes et en même temps, je vis avec tout le monde dans la société, avec mes particularités de la même manière, pardon, que d'autres ont d'autres particularités. Et donc déjà, si j'aime cet axe-là dans l'invitation à la neurodiversité, qui pour moi est déjà un axe de non-violence, et là où moi j'aime amener encore plus de peut-être de conscience. Ce que j'ai envie de dire, c'est que la non-violence, c'est pas une méthode. Vous voyez par exemple à ABA, Teach, on a des méthodes, on a des manières d'accompagner. La non-violence, c'est pas une méthode, c'est une conscience en fait, une conscience de comment je peux faire pour nuire le moins possible. Et donc, c'est quoi cet axe non violent à travers la neurodiversité? Déjà, d'éviter le clivage et la séparation. J'ai envie de reprendre une petite histoire que Catherine raconte souvent. Je suis sûre qu'elle est très OK avec ça, parce que moi, ça me parle beaucoup, où elle raconte que quand elle est arrivée en France, euh, elle a été super épatée de voir que à l'école, dans les rues, il n'y avait pas de personnes porteuses de handicap. Et donc, elle s'est dit sur le coup, waouh, mais en fait, en France, ils n'ont pas de personnes en fauteuil roulant, ils n'ont pas de personnes avec déficience mentale, ils ont que tout le monde est dans une certaine norme, c'est impressionnant, quoi. Et ensuite, elle a réalisé que c'était pas ça, mais que toutes les personnes qui sortent de la norme, on les parque, en fait, excusez-moi, je prends un terme un peu fort, on les parque dans un espace différent. Pourquoi, j'en sais rien. Est-ce que c'est une honte culturelle? Est-ce que c'est faut pas les montrer? Est-ce que c'est faut pas mélanger? Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, il y a une séparation qui n'existe pas dans beaucoup d'autres pays, puisque ça fait partie du vivant et tout le monde vit ensemble. Voilà. Donc c'est cet axe-là de non-violence dont je parle, et aussi une conscience à travers, peu importe le choix de l'accompagnement, peu importe le choix de la méthode d'accompagnement, une conscience que la personne est une personne même si la personne a une déficience intellectuelle et qu'elle n'est pas verbale, c'est une personne à part entière qui a des émotions, qui a des besoins et qui a besoin de soutien pour pouvoir exprimer ce qu'elle vit en fait intérieurement. Et donc c'est sur cette conscience-là et sur la conscience aussi que quand on est dans un axe comme ça de neuroatypie qui peut être brimé depuis l'enfance, je dis peut être parce que ça dépend évidemment des environnements, euh, on se sent tellement seul, on se sent tellement pas compris, qu'on se replie en fait, et que forcément on va être tout le temps en tension, en crise, en énervement, aussi parce que nos besoins ne sont pas pris en compte. Et je trouve que un axe de non-violence, c'est vraiment la prise en compte des besoins de tout le monde, de chacun, pas que des uns et des autres. Et c'est sur ce bout-là aussi que la communication non violente, moi en tout cas, m'a beaucoup apporté. Euh, voilà, et puis tout ce que j'ai dit avant, c'est en lien avec la non-violence systémique, pour ceux et celles qui ont fait un petit bout de non-violence systémique, l'homéostasie du vivant, la neurodiversité, voilà, il n'y a pas de... C'est l'être humain qui cloisonne, dans le vivant, il n'y a pas de cloison,
Voilà. Finalement, donc, quand tu as pensé ce pôle neurodiversité, c'est pour qui? À qui tu t'adresses concrètement? Mm. Ouais, merci Alex. Moi, je m'adresse, j'ai envie de dire à tout le monde. Euh, je pense que ça peut soutenir les personnes neurodivergentes à mieux se comprendre, à mieux accepter, accueillir leurs émotions, leurs besoins, se connecter à leurs besoins, et aussi à mieux comprendre les autres. Moi, je vois à quel point je me sentais tellement en décalage des autres. Et avec justement la communication non violente, la non-violence systémique, ça m'a vraiment donné une clé de compréhension du monde et des autres êtres humains qui fait qu'aujourd'hui, je me sens vraiment plus à l'aise dans ce monde et moins en retrait, moins seule, moins... Voilà. Donc, les personnes neurodivergentes, les familles, évidemment, les professionnels qui accompagnent, peut-être les personnes qui sont curieuses aussi et je sais pas, qui se posent des questions, qui ont envie de comprendre le monde dans toute sa largeur et sa beauté aussi, j'ai envie de dire, parce que ça fait partie. Voilà. Donc, aussi au niveau professionnel, évidemment, si vous êtes manager et que vous avez des personnes neurodivergentes dans vos équipes, par exemple, ça peut soutenir aussi la compréhension, la communication, à avoir voilà, une meilleure collaboration, en fait. Voilà. Donc, je pense que, de mon point de vue, en tout cas, c'est vraiment tout public. Ouais. Petite question tarte à la crème, mais qu'est-ce que toi tu penses que ça peut apporter à des professionnels? Ouais. Merci, Alex. Alors moi, je suis convaincue que les professionnels qui accompagnent ont un cœur gros comme ça j'en suis convaincue, et qu'ensuite ils ont plus ou moins de moyens, plus ou moins de ressources hein, pour accompagner, évidemment. Après, sur les principes vraiment d'accompagnement, en tout cas, moi, je vois par chez moi, que ce soit les professionnels que j'accompagne ou ceux qui ont accompagné mon enfant, qui maintenant est en instruction à la maison, euh, les professionnels aussi du milieu scolaire. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il manquait clairement de billes, en fait, vraiment. C'est-à-dire ils ont évidemment, ils ont eu des formations, ils ont eu des packages, un petit peu de compréhension de certaines choses. Mais je suis pas convaincue que le système, la société leur ait vraiment permis d'avoir des formations suffisamment sérieuses et pointues pour qu'ils puissent avoir des ressources et des moyens non violents dans les situations, en fait. En tout cas, c'est ce que moi j'ai vu. Après, je peux pas parler pour la France entière, en fait, j'en sais rien. Certainement qu'il y a des professionnels qui sont vraiment au top et j'ai plein de gratitude de toute façon pour toutes les personnes accompagnantes qui font de leur mieux, en fait. Et donc là, ce sont déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que ma formation Comprendre l'autisme de l'intérieur, il me semble, est différente des autres, puisque c'est une personne autiste qui explique l'autisme. Et en tout cas, moi, j'ai fait des formations sur l'autisme, évidemment, avant, hein, pour me comprendre aussi, par des professionnels non autistes. Et il me manquait tellement de choses. Et j'entendais qu'ils expliquaient des choses. Et moi, de mon point de vue, c'était pas ça. Je disais pas non. Oui, ça peut être ça, mais pas forcément. Moi, je vois qu'il y a aussi ça et ça. Donc, je pense que j'ai une vision, une explication un peu différente, parce que c'est mon vécu. Avec pour autant, je me suis beaucoup formée, hein, parce que ça a été un intérêt spécifique pendant longtemps. Donc avec en même temps tout le panel scientifique évidemment qui va avec. Et cet axe non violent qu'on retrouve dans la communication non violente, je ne sais pas si tout le monde connaît la CNV ou pas, et dans la non-violence systémique, ce bout-là, je ne l'ai jamais trouvé dans aucune formation sur l'autisme, la neurodiversité, ou même dans les approches. Alors il y a une approche actuellement aux États-Unis dont j'ai perdu le nom, mais je pourrais vous le retrouver parce que j'ai fait un séminaire là il n'y a pas longtemps dessus, qui commence à prendre en compte cela, et j'ai trouvé ça super. C'est vraiment léger. Mais dans toutes les autres approches habituelles, je ne vois pas cet axe non violent, en fait. Dernier petit truc, Alex, que j'ai envie de dire aussi, c'est que je n'aime pas l'inclusion. Et je vais expliquer pourquoi. Pour moi, à partir du moment où il y a inclusion, ça sous-entend qu'on a besoin d'être inclus. Est-ce que vous voyez juste le bout de violence qu'il peut y avoir là-dedans? Ça sous-entend que je suis forcément rejetée de la société et qu'on va faire des efforts pour m'inclure. Mais moi, je fais partie de la société, en fait, comme tout le monde, comme chacun, chacune et comme tous les êtres humains de la planète. Et donc, l'invitation aussi de la neurodiversité, c'est pas de tendre vers de l'inclusion,
L'inclusion, elle est censée être là déjà naturellement, en fait. Si on a besoin d'inclusion, c'est qu'il y a déjà eu violence, puisqu'il y a déjà séparation. Donc là, l'invitation, c'est plutôt vraiment la prise en compte de chacun, chacune, avec ses spécificités, avec ses particularités. Voilà. Un petit bout de, un petit bout de début de conscience par rapport à la neurodiversité. Voilà. Merci J'ai Audrey. dit. Alors, Je veux bien prendre la parole. Euh, je suis d'accord, j'ai rebondi sur l'idée que dès lors qu'on parle d'inclusion, c'est que de façon sous-jacente, il y a déjà de la violence en fait. Donc il y a vraiment cet enjeu de systémie. Là, je vais parler en professionnel. Donc moi, j'accompagne des familles avec des enfants euh, de tout style donc des enfants, je dirais plutôt, je sais pas comment les appeler, plutôt classiques, des enfants euh, neurodivergents, des enfants avec des maladies génétiques qui ont pour conséquence quelque chose qu'on peut appeler du spectre de l'autisme. Donc, nous, on s'occupe d'accompagner les enfants chez eux quand ils rentrent de la structure ou de l'école, quand ils rentrent d'ailleurs. Donc c'est là qu'il y a une question de systémie, c'est qu'ils ont vécu déjà tout un début de journée ailleurs et nous, on ne le sait pas. Et moi, mes intervenantes, elles sont confrontées quotidiennement, pour une grande partie, à une très grande violence. Merci. Merci Véronique. Ben, ça, justement, ça évoque toute la complexité en fait, et c'est pour ça aussi que je dis que la non-violence, c'est pas une méthode. Parce qu'en fait, on va prendre 100 cas particuliers différents et on peut pas dire, tiens, je vais appliquer cette méthode et ça va fonctionner en fait. C'est juste impossible. Alors moi, j'ai saisi l'opportunité de participer à cette réunion parce que je me pose vraiment la question de la place de la neurodiversité dans dans l'espace professionnel. Mhm. Euh, pour ma part, moi, j'ai un diagnostic TDAH. Alors après, est-ce que je me mets dans la case ou pas? En tout cas, c'est une question que je partage avec les personnes qui sont dans les mêmes situations que moi, où en fait tenir un emploi et être dans la société, avoir des revenus est vraiment très très compliqué. Et c'est vraiment un très grand questionnement et je me sens vraiment perdue de ce côté-là, quoi. Comment trouver ma place et comment être intégrée à la société. Voilà. Ouais, merci Camille. Mm. Et je crois que c'est une problématique que beaucoup de personnes dites neurodivergentes vivent. Euh, ouais. J'ai pas la réponse non plus à ça, mais en tout cas, effectivement, au niveau systémique, c'est complexe. Parce qu'en fait, les codes sont calés sur ce qu'ils appellent la norme. Je dis ce qu'ils appellent parce que je ne suis pas convaincue qu'il y ait vraiment une norme très claire et précise qui existe aujourd'hui et qui soit ajustée à la réalité. Ou en tout cas, de mon point de vue, elle est ajustée à la réalité peut-être des hommes cis blancs. Et donc, comment est-ce que je peux avoir ma place dans quelque chose qui a été tellement normé, en fait, en format carré? Puis moi, je suis un rond, un triangle, un losange. On est tous et toutes là, hein, d'autres formes, hein, de toute façon. Donc, certaines personnes vont avoir les ressources de rentrer dans le carré, les moyens et les ressources sur un temps plus ou moins long. Et pour d'autres, c'est juste impossible, ça rentre pas, en fait. Et qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi? Mm. Ouais. Olivier? Est-ce que je peux... Ouais, voilà, si je peux, voilà. Je voulais vous partager juste une expérience un peu de vie. Moi, je suis papa d'un enfant TSA non-verbal, donc trouble parfois sévère. Mm. Et en fait, la bienveillance, la non-violence, ça peut parfois être des concepts un peu flous, Mm. mais petit à petit, on y met des choses très concrètes. Moi, j'ai rencontré l'année dernière le docteur Hanley à Bordeaux avec sa méthode PFA-SBT pour le traitement de l'ABA nouvelle génération, enfin nouvelle en France. Aux États-Unis, ça fait plus de 10 ans 10-15 ans qu'ils travaillent là-dessus, hein. Et en fait, tout part, euh, tout part de comment on met bien un enfant avant de lui demander du travail, des contraintes, comment le mettre dans un état où il a envie d'être avec nous. On appelle ça le pairing, on appelle ça de différentes manières, mais je crois que c'est fondamental. Et pour partager une expérience de vie par rapport à mon fils, et je regarde les intitulés des conférences,
Je crois qu'il y a deux choses. Il y a des gens qui sont très bienveillants dans les structures, y compris dans les IME, mais par contre, ils se heurtent à des rigidités structurelles et de fonctionnement qui parfois ne leur permettent pas de mettre en avant leur bienveillance ou Mm. des choses adaptées aux enfants. Et la deuxième chose, enfin, voilà, je pourrais en dire plein, mais moi, en tant que papa et que président d'une association Enfants Extraordinaires à Toulouse, où on essaye de créer des moments, des activités pour les enfants sur les week-ends, les vacances scolaires, toutes nos activités, elles sont pensées pour le bien-être des enfants. Mm. Voilà, et je pense que ce que tu disais, Audrey, au début, c'est qu'on en soit aujourd'hui à devoir parler d'inclusion, de non-violence, pour nous en tant que parents, qu'acteurs au quotidien, mais c'est juste, ça témoigne du retard Mm. incommensurable qu'on a pris en France, qu'on en est à parler de ça. Ouais, Ça devrait être un acquis. absolument. Ouais, merci beaucoup, Olivier. J'adore ton partage. Et merci, ça me permet aussi de poser que la première clé de la proposition qu'on fait là, à travers le cercle dans les formations, que ce soit à travers la CNV, l'accompagnement ou autre, c'est la relation, en fait. Et avec n'importe quel enfant, j'ai envie de dire, en fait, qu'il soit considéré comme neurodivergent, neuroatypique ou pas, peu importe, la relation avant tout, en fait. Et si je veux que l'autre fasse quelque chose, que je lui demande quelque chose, et les trois quarts du temps, je vais être en exigence en plus sur l'enfant, si en plus de ça, il n'y a pas de relation entre nous, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas euh, voilà, de relations honnêtes, sincères, pures, je sais pas, d'humanité, en fait, hein, entre nous, et qu'on a juste un enfant qui se sent juste comme ça dans le système et un adulte qui se sent tout puissant dans le système, ça peut pas marcher en fait, c'est juste impossible. Et donc merci Olivier, c'est peut-être ça. Alors c'est pas la nouvelle version de là-bas, nouvelle en France, pardon, effectivement. Moi j'aime pas du tout l'ABA de toute façon, je valide pas du tout. En tout cas la version ancienne. La méthode dont je parlais, que j'ai fait un séminaire là et dont j'ai oublié le nom parce que j'ai une mémoire catastrophique contrairement aux croyances sur les autistes, prône ça justement, la relation, la relation, la relation. Et donc l'intervenant, l'intervenante va passer des jours, des semaines juste à jouer avec l'enfant pour créer un lien de sécurité, un lien de confiance, de la relation, avant d'aller peut-être, si l'enfant est d'accord, proposer de travailler sur des comportements qui pourraient potentiellement soutenir l'enfant pour son avenir. Voilà. Parce qu'il y a aussi cet axe-là. Il y a l'axe de forcer les enfants à devenir normaux, je mets les guillemets, qui est très violent aussi, si les enfants ne sont pas d'accord. Voilà. Ton micro, Olivier. Merci beaucoup, Olivier. Du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est précisément la méthode ABA nouvelle génération Ouais, c'est ça. du docteur Hanley. Parce Mm. que l'ancienne, moi, je l'ai utilisée sur mon fils et je trouvais ça déshumanisant au Ouais. possible de Mm. devoir faire des retraits d'attention, de l'extinction. Ouais. C'était, c'était vraiment Mm. inhumain. On n'exigerait pas ça. On ne ferait pas ça à un enfant non autiste. Le laisser pendant de longues minutes sans donner d'attention alors qu'il est en trouble. Euh, Mm. et on le demande. Donc là, aujourd'hui, juste pour préciser, toutes les méthodes ABA bienveillantes, elles prônent ce que tu dis, Mm. c'est-à-dire de passer. Le socle, c'est la relation. Voilà. C'est ça. Juste, Ouais. Sur les nouvelles générations, tout à fait. Merci, Olivier. Génial. À moi, la fin. Eh ben, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire à la fin? Bah, j'ai beaucoup aimé ces échanges-là, partagés. Voilà, j'ai trouvé ça hyper riche en fait d'entendre le vécu, l'expérience et je suis touchée en fait par cet élan qu'on a toutes là. Je parle au féminin, Alex, parce que t'es en minorité. Qu'on Oui, a oui. toutes de tendre vers un monde qui prend plus en compte en fait les particularités et peut-être plus doux à vivre. Voilà. Donc je suis touchée par tout ça. Et puis ben merci beaucoup pour votre présence et votre écoute. Voilà.